Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde organisée par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan Ier de Stade. D'ailleurs que nous remercions d'avoir mis à notre disposition les moyens nécessaires pour organiser cette conférence et qui concerne la crise mondiale de la pandémie Covid-19. J'aurai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau des professeurs, chercheurs pour discuter, analyser, décrypter le phénomène de Covid-19 et son impact sur l'économie mondiale et plus particulièrement sur notre économie marocaine. Pour en parler, avec nous aujourd'hui, le professeur Khalid Sadiki, professeur de l'enseignement supérieur, professeur-chercheur et les chefs de département de gestion de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Bienvenue au CED et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec nous aussi, professeur Mohamed Haissoun, docteur d'État en sciences de gestion et professeur-chercheur à la Faculté de Stade aussi. Bienvenue aussi au professeur Abdeltef Abdelaziz Tahor, professeur et chercheur à l'Université Hassan Ier de Stade. J'ai aussi le plaisir de recevoir à mes côtés donc professeur Mohamed Marzaq, professeur-chercheur à l'Université Hassan Ier de Stade, et bienvenue également au professeur Mchawot, professeur-chercheur à l'Université Hassan Ier de Stade. Donc, chers collègues, avant de commencer, donc, Mchawot, professeur-chercheur à l'Université Hassan Ier de Stade. Donc, chers collègues, avant de commencer, donc, je souhaiterais bien rappeler que l'objectif de cette rencontre, c'est de préciser les principaux risques pour les entreprises marocaines et les mesures urgentes pour réduire les risques et les défis des années à venir. Nous sommes conscients, bien évidemment, qu'il va y avoir un avant et un après coronavirus. De ma position en tant que chercheuse, moi aussi professeure à l'université, je ne laisserai pas donc l'occasion passer sans parler des changements des comportements des consommateurs qui ont vécu aussi donc des modalités de changement dans leur mode de fonctionnement, y compris donc leur mode de consommation habituel. Aujourd'hui, donc, les consommateurs se sont tournés vers tout ce qui est e-commerce, dans tout ce qui est digital, dans tout ce qui est livraison à domicile, dans tout ce qui est donc recherche de priorité de consommation. Donc il va y avoir un changement dans les comportements du consommateur et bien évidemment, comme j'ai dit, donc il va y avoir un avant et un après coronavirus. Donc là, pour parler de tout ça, je vais commencer par m'adresser au professeur Haissoun pour lui poser une question. C'est pas une question, mais c'est pour lui demander son avis sur le contexte mondial. D'après vous, professeur Haissoun, quelles conséquences sur l'économie mondiale et plus particulièrement pour l'économie marocaine, surtout que nous avons remarqué que la plupart des économistes préfèrent parler actuellement d'une stagnation ou encore d'une dépression que de parler d'une crise mondiale, alors que d'autres spécialistes comparent cette crise sanitaire et cette crise mondiale à la crise de 1929 qui a duré une dizaine d'années et qui a eu des répercussions très catastrophiques sur l'économie mondiale. Tout de prime abord, je souhaite Ramadan Mubarak à tous nos concitoyens et donc pour essayer de porter une réponse à votre question, peut-on parler à l'heure actuelle d'une crise? À mon humble avis, oui, bien entendu. C'est une véritable crise, comparable, sinon plus grave que celle de 2008-2009. Et en tout cas, c'est encore tôt de la comparer à celle de 1929. De toute façon, le contexte n'est pas le même, les circonstances ne sont pas les mêmes, et donc nous sommes dans un contexte qui est très particulier. Nous vivons vraiment une charnière dans l'histoire de l'humanité, et très probablement on aura un avant Covid-19 et un après Covid-19, ne serait-ce que par le fait que on voit bien qu'aujourd'hui il y a vraiment on est en train de revoir tout ce qui touche
à la mondialisation qu'on estimait que c'est un acquis et qu'il va aller crescendo, alors qu'aujourd'hui on voit bien que ces fondements même sont en train d'être remis en cause, et donc on voit bien que surtout dans les pays développés, que ce soit les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., commencent à parler d'un changement structurel dans leur stratégie à venir et de ne plus accepter de concentrer si vous voulez, une partie de leur supply chain ou de leurs industries délocalisées sur la Chine. On considère que l'idée de la Chine, usine du monde, qui concentre actuellement environ le 1/3 de l'industrie mondiale, de l'industrie manufacturière, est une idée qui doit être revue. Et donc d'ores et déjà on parle, bien sûr, ce sont des mesures de moyen et long terme, mais donc ce sont des mesures structurelles de relocalisation, voire même donc de rapporter sur le territoire national un certain nombre d'industries. Et donc l'idée de certaines industries de souveraineté ou même d'agriculture de souveraineté commence à faire son chemin. L'ampleur de la crise est incontestable, ça se voit sur tous les plans. La différence avec la crise peut-être de 2008 déjà, c'est que la crise de 2008, qui a en fait commencé en été 2007, c'est que c'était une crise financière et elle s'est transformée en crise économique. Aujourd'hui, c'est plutôt une crise économique qui est en train de se transformer en crise économico-financière. Bien sûr, les deux instances sont liées. Il faut dire que tous les pays sont touchés. On voit bien le nombre de décès. Le virus actuellement touche presque 3 millions de personnes. On a actuellement, à l'heure où on parle, on a dépassé la barre des 200 000 cas de décès. Ça touche tous les pays, sachant bien que les statistiques données restent relatives. Même aux États-Unis, même en France, même en Espagne, il y a beaucoup de cas qui sont des décès qui sont dus au Covid-19 qui ne sont pas recensés, un certain nombre de gens, parce qu'il faut dire que quand vous avez surtout des gens âgés qui sont malades, qui décèdent, alors on se donne pas la peine de faire les analyses pour savoir est-ce que c'est dû au Covid-19 ou bien c'est dû à une autre cause. C'est la raison pour laquelle les chiffres qu'on a, mais même avec les chiffres qu'on a, les chiffres, à mon avis, sont catastrophiques. Parce qu'une vie humaine, c'est une vie humaine. Alors, professeur Haissoun, excusez-moi, donc là, je voudrais juste recentrer donc l'intervention sur la crise de Covid-19 et ses implications ou son impact sur l'économie mondiale et plus particulièrement sur l'économie marocaine, s'il vous plaît. Si vous voulez on va essayer de faire bref. Alors, il y a des industries qui sont plus touchées que d'autres. Les industries, évidemment, ou l'industrie, en tout cas, les industries les plus touchées sont les industries de voyage. On sait qu'à l'état actuel des choses, on a plus de 90% des avions qui sont à l'arrêt. Vous avez également l'industrie du tourisme, qui est quasiment à l'arrêt. Bien sûr, il y a encore certains pays où il y a le transport aérien interne qui tourne toujours, mais dans la plupart des cas des pays, vous avez donc cette industrie reste la plus touchée. Ensuite, on a certaines industries qui tirent bien leur épingle du jeu, notamment
tout ce qui touche donc aux industries de communication, d'Internet notamment, la santé également. Vous savez bien que c'est une industrie qui est actuellement, ces produits sont très très demandés. On est même dans certains cas, certains produits deviennent rares. Je ne vais pas m'étaler trop là-dessus. Le problème, c'est qu'à l'échelle mondiale, la demande est en train de s'entasser, vu l'arrêt et le confinement adopté par la plupart des pays. Enfin une partie importante de l'outil industriel est à l'arrêt. Évidemment, ça entraîne un chômage qui atteint des summums. Plusieurs même millions par exemple à travers le monde, mais notamment par exemple aux États-Unis, et bien sûr ça entraîne une baisse de la demande et toutes les conséquences qui en découlent. À l'échelle marocaine, et on va revenir là-dessus, mais déjà l'économie marocaine, il faut dire que cette année, ce n'est pas une année brillante, c'est même une année de sécheresse. Et donc déjà on s'attendait à ce que l'année soit difficile et vient donc la pandémie de coronavirus qui a bien sûr aggravé la situation, et avec le confinement, parce que bien sûr suite à la décision donc des autorités marocaines de fermer bien sûr les écoles, mais aussi la plupart des entreprises et des activités qui ne sont jugées de moindre utilité. Donc on constate que plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont à l'arrêt. Bien sûr, il y a un ensemble de mesures qui ont été prises, qui sont louables, et il faut dire que le Maroc a pris des décisions. Effectivement, professeur Haisson, donc pour cette partie des décisions prises par le Maroc, on va en revenir dans l'intervention des collègues. On va revenir tout à l'heure pour discuter de tout ça. Mais merci beaucoup pour votre intervention qui était très pertinente. Et dans le même ordre d'idées, je souhaiterais donc poser la question à professeur Marzak pour nous dire un peu plus sur l'impact de cette crise mondiale sur le marché financier marocain. Donc, merci la présidente. Donc je continue sur ce que l'a dit mon collègue M. Haisson. Normalement, cette crise-là, c'est une crise sanitaire qui est sévère, qui est très sévère normalement, et qui a causé la crise économique, et elle a causé normalement la crise surtout sociale, parce que les pays maintenant et les nations, donc ils se trouvent devant trois fronts qui sont très difficiles. Donc il y a normalement le front sanitaire, il y a normalement un front économique, et il y a normalement le front normalement qui est social. Tout ça normalement, tous ces fronts-là, ils auront un coût normalement, c'est un coût qui est exorbitant, d'accord? Et si on revient normalement vers les chiffres qui sont déclarés encore dans l'incertitude, parce que le virus il est encore là, le virus il est encore normalement là, qu'il cause des dégâts, d'accord, qui sont catastrophiques, d'accord, parce que les pays se déclarent maintenant en guerre, parce que l'ennemi elle est invisible, et on ne peut pas normalement prendre des décisions maintenant qui seront un petit peu correctes et qui seront un petit peu corrigeantes normalement de la situation. Donc on est dans deux situations, donc la situation d'incertitude, c'est-à-dire on ne peut rien dire, même si on a des chiffres qui sont normalement communiqués par des établissements spécialisés. Par exemple, ils ont dit voilà que par exemple le PIB mondial il aura un recul normalement jusqu'à 5%, il y a une contraction normalement de 3% normalement sur la croissance, ça c'était déclaré par la FMI.
D'accord? Donc toujours on est là, d'accord, dans l'incertitude avec la baisse de production, avec la baisse de croissance, avec normalement le chômage qui a eu lieu, normalement des pertes des emplois. Et on est aussi normalement dans une autre étape, ce qu'on appelle ce qui est certitude. Parce qu'en certitude, c'est-à-dire les implications sur les équilibres géopolitiques par exemple. On est certain maintenant qu'il y a une implication sur les équilibres géopolitiques. Normalement, on a remarqué que la réduction de l'excès de la mondialisation, on est maintenant plus dans un contexte de mondialisation, que tous les gens, ils s'intéressent maintenant à quoi ils s'intéressent, à leur pays, à leurs citoyens et tout ça. Et juste après, donc la question de la dépendance et de l'interdépendance, ça se pose couramment. Donc pour le cas marocain, donc le Maroc, malgré normalement les mesures préventives, d'accord, qui sont été normalement prises par le Maroc, c'était courageux, c'était convergente, c'était un petit peu, il a là la volonté, d'accord, même au détriment de son économie, d'accord, mais pour faire face à cette crise normalement catastrophique. Donc on a remarqué normalement au Maroc, par exemple, les sociétés ou bien les entreprises cotées dans la bourse, donc il y a un effondrement, d'accord? Donc il y a les chiffres normalement jusqu'à maintenant qui s'approchent de 20 milliards de dirhams, 20 milliards de dirhams. Les indices, on a remarqué normalement, donc les indices ils sont en dégradation, d'accord? Donc ce qui fait que cette activité économique, cette activité normalement bancaire, elle est toujours en baisse, elle est en baisse. Aussi normalement que le marché financier, il sera, ou bien maintenant, elle est impactée par ce qu'on appelle par les décisions macroéconomiques. Parce que juste après, donc on va débattre ça juste après, d'accord? On va débattre ça juste après sur les défis normalement de Maroc pour sortir, ou bien comment s'en sortir de cette crise-là. Et je mets entre parenthèses, par exemple, sur le domaine des actions, par exemple. Donc les gens maintenant, ils pensent un petit peu voir les actions chinois que les actions normalement américaines ou bien européens, des faits que normalement les Chinois, par exemple, c'est le pays un petit peu le moins touché, d'accord, le moins touché par rapport aux pays, par exemple, aux pays européens et aux États-Unis, par exemple. Merci beaucoup, professeur Marzaq, pour cette mise en lumière sur la situation du marché financier marocain. Là, je m'adresse au professeur Sadeghi. Concrètement, comment mesurer l'impact de cette crise sur les entreprises marocaines? Est-il possible de s'en sortir rapidement et comment? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant de commencer, donc, je souhaite à tout le monde un bon Ramadan avec un bon confinement aussi. Je reviens vers vos questions. Premièrement, si on parle de l'impact exact sur les entreprises marocaines, il ne faut pas oublier que, heureusement, notre pays, le Maroc, a été moins touché par la pandémie que certains pays européens comme l'Italie, la France, l'Espagne. Aussi encore, c'est pas comme les États-Unis ou la Chine, qui ont vraiment, on a remarqué ça, on a vu ça, qui ont eu à constater un nombre considérable de victimes. On ne peut donc que se féliciter de la stratégie adoptée par le Maroc sous l'égide du roi Mohamed VI. Donc, pour lutter contre cette pandémie, pour cela, je tiens à exprimer mon profond respect pour le personnel, surtout le personnel soignant et les forces de sécurité. Un fonds spécial qui a été créé afin de faire au développement des dépenses de santé et pour venir en aide aux entreprises et aux salariés en difficulté. Il s'élevait à 28 milliards de dirhams. Juste le 25 mars 2020, on est arrivé à ce montant-là. Mais malgré toutes les mesures prises pour gérer la situation d'urgence, les conséquences sur l'économie marocaine sont très difficiles à évaluer car on ignore sa durée. Et ça, c'est ce qui est important parce que question du temps. On ne sait pas est-ce que c'est la crise, ça va rester ou il va durer combien
combien de temps. Donc ici, on ignore carrément, donc on ignore vraiment le temps et ça va rester combien. Et on peut prévoir déjà une chute drastique du PIB pour l'année 2020. En effet, beaucoup d'entreprises de production de services sont à l'arrêt total ou partiel. Et ça, c'est ce qu'on vit maintenant. Parmi les secteurs d'activité les plus impactés, il y a les commerces qui sont déjà fermés dans leur majorité. Il y a les entreprises aussi, il ne faut pas oublier les entreprises de BTP, le tourisme à l'arrêt, le transport et logistique aussi, ou encore le textile, habillement, l'automobile donc et d'autres secteurs dont l'export a fortement chuté. Même l'offshoring est impacté. Donc au total, on trouve il y a 3 à 4 millions d'emplois sont menacés. Globalement, pour les entreprises, la tendance est à la fermeture et à l'arrêt de l'activité avec des ruptures dans l'approvisionnement en matières premières, l'incapacité de sourcing et d'importation, le tout sur fond de baisse de la demande locale et d'arrêt de l'export. Sans oublier aussi que pour les ménages, les premiers effets sont déjà là avec des baisses des revenus pour les indépendants et perte d'emplois pour les salariés. Et ça qui est vraiment touchant et par conséquent les transferts des urbains vers les ruraux s'estompent. Pour passer pour votre deuxième question, est-ce que possible de s'en sortir rapidement et comment? Donc c'est une grande question parce qu'on ne peut pas répondre rapidement, mais aussi on doit prendre la décision rapidement. Donc ça, c'est qui est très important parce qu'on trouve que les entreprises marocaines qui ont longtemps été le fer de lance du développement national et des bâtisseurs du bien-être national sont aujourd'hui soumises aux mêmes règles de confinement généralisé et subissent de plein fouet les conséquences autant sociales que financières de cette crise sanitaire mondiale, comme déjà exprimé nos collègues. Mais cette crise n'est pas éternelle. Donc ça, on doit mettre à notre esprit que la vie reprendra certainement ses droits dès lors que le Covid-19 sera vaincu. Et la question du lendemain se posera autrement ou ardemment, comment notre économie se relèvera. Au lendemain du Covid-19, nous aurons besoin de braver les frontières du possible, nous aurons besoin d'innover. Et ça qui est très important. Donc, tout simplement, on peut dire que pour cela, aujourd'hui et demain, consommons marocains. Et ça qui est très important, on doit consommer les produits marocains, soutenons les entreprises marocaines et servons-nous de nos expériences pour ressortir plus fort. Donc ça c'est vraiment, ce sont les possibilités pour s'en sortir rapidement et la façon de faire, de trouver comment l'issue de cette crise-là. Merci. Donc sans transition, et vous m'avez donc donné l'idée de passer de tout ce qui est macroéconomique vers le microéconomique. Et sans transition, quand j'ai dit, donc je pose la question au professeur Abdelaziz Tahour. Dans un environnement exceptionnel, et que j'espère passager, à votre avis, quel est le comportement du manager? Quel devrait être le comportement du manager avec ses collaborateurs en ce temps de crise? Autrement dit, comment devrait être la relation entre le manager et ses collaborateurs? Comment évaluez-vous donc le télétravail actuellement? Merci Madame la Présidente. Effectivement, donc ce coronavirus nous a donné l'occasion de traiter des sujets qui s'articule autour des points économiques, sociaux, mais il nous interpelle aussi sur d'autres sujets tels que le management. Donc, on a assez parlé donc dans les médias et dans les journaux donc des conséquences et de l'impact de ce coronavirus sur l'économie, sur le social, mais plus ou moins on a oublié, si vous voulez, donc cet aspect managériel donc qui existe à l'intérieur aussi donc de cette entreprise. Donc le comportement que doit avoir ou bien avoir le manager durant cette phase-là, il faut savoir que toutes les crises donc elles sont des possibilités pour montrer l'utilité et l'importance
du manager et de son leadership et de sa capacité de gérer. Et la crise de ce Covid-19, c'est une occasion aussi qui s'impose comme une occasion à ces managers-là. Donc le premier point qu'il doit, ou que le manager doit réaliser, c'est de, premièrement, se protéger et de protéger ses collaborateurs. Donc, dans ce cas-là, et ses employeurs bien sûr. Et dans ce sens-là, il doit les sensibiliser et aux symptômes et à la prévention contre ce coronavirus. Donc, c'est la première priorité, ou bien la plus grande priorité, c'est de prendre soin de ses employés. Donc, et dans ce sens-là, l'entreprise, il doit essayer, ou bien le manager, il doit essayer d'augmenter la formation sécuritaire en ce sens-là pour qu'il puisse assurer un maximum de sécurité sanitaire à ses employés à travers donc le respect des conseils des autorités sanitaires. Donc dans ce sens-là, la protection des employés, il est donc importante. Et deuxièmement, les managers, ils doivent se comporter, ou bien ils doivent se montrer un exemple de comportement rassurant. Donc ce coronavirus, comme vous le savez, il a créé une sorte de panique, de peur, d'anxiété sur la majorité de la population, y compris les salariés à l'intérieur de l'entreprise. Donc le manager, il est appelé à être ici donc le rassurant, le garant psychologique pour ces employés-là. Et bien sûr avec une attitude qu'il doit être déterminée, dynamique, souriante, un discours qu'il doit être bien sûr volontaire, positif et rassurant, et une vision qu'il doit être constructive et ouvrante des perspectives. Et avec ces éléments, cette attitude, ce discours et cette vision, il parviendra à donner une sorte d'énergie donc positive à ses collaborateurs. Mes collègues tout à l'heure, ils ont parlé de l'impact de ce coronavirus sur l'économie marocaine mondiale. Et la plupart des entreprises qui ont donc été les plus touchées sont les toutes petites entreprises et les PME. Et vous savez très bien que ces PME, le directeur ou bien le dirigeant, il est le fondateur. Et avec donc, ou bien proche du fondateur, c'est normal, le dirigeant, donc c'est petites et moyennes entreprises. Et, oui, madame. Et donc, le discours de ce fondateur, il sera donc une occasion pour les employés d'avoir une certaine tranquillité psychologique. Donc ils doivent les rassurer. Et là où il va les parler, il va être proche d'eux, il va essayer de créer une cohésion, une relation entre ses membres. Et bien sûr, il pourra obtenir l'adhésion d'équipe, là donc le travail d'équipe et le travail en groupe qu'on peut donc avoir. Et ce point-là va nous amener à un troisième point, c'est que il doit faire en sorte d'avoir ou de chercher la confiance.
Donc la confiance qu'on cherche au monde des affaires, la confiance qu'on cherche au monde économique, au monde bien sûr politique, mais aussi on doit travailler aussi pour renforcer la confiance en temps de crise à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est une chose qui est importante. Pourquoi? Parce que nous avons dit que cette situation il a causé des peurs, il a causé une certaine anxiété, il a causé, comme mes professeurs l'ont déjà dit, il a causé une incertitude pour l'avenir. On ne sait pas qui deviendra cet avenir-là. Excusez-moi, professeur Tahor. Donc vous parlez de l'incertitude, vous parlez de la confiance, vous parlez de rassurer les employés, les salariés et tout. Mais n'oubliez pas que l'entreprise y cherche le profil. Donc cette incertitude, instabilité, peur, panique et tout, il touche aussi bien le manager que les collaborateurs. Donc là, quelle que soit la situation, quelle que soit la volonté du manager, il y a une réalité. Une entreprise qui ne produit pas, une entreprise qui a fermé ses portes et qui est obligée de donner des salaires. Donc là, c'est une équation qui est un petit peu très difficile. C'est la raison pour laquelle quelques entreprises, ils ont opté pour le télétravail, c'est-à-dire pour la continuité du service et pour la continuité du travail. Sauf que pas toutes les entreprises ont des possibilités de développer des plateformes digitales pour le télétravail. Donc ce n'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi moi quand j'ai posé la question pour dire est-ce que le télétravail est une solution pour gérer cette relation manager-collaborateur, est-ce que c'est une solution? Oui, mais est-ce qu'elle est généralisée? Malheureusement non, elle n'est pas généralisée parce que toutes les entreprises n'ont pas les moyens techniques de communication, d'internet, de digitalisation, de plateformes qui peuvent leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Donc effectivement, l'entreprise, il cherche bien sûr le profil, mais vous savez très bien que mes chers professeurs l'ont déjà dit, donc le gouvernement et les autorités ont été conscients de ce problème-là. C'est pour ça qu'ils ont créé ce fonds pour ce coronavirus et qui va donc à l'aide des entreprises et des salariés qui ont perdu partiellement, bien totalement leur travail. On parle bien sûr du chômage partiel à ce niveau-là. Et donc, l'entreprise, bien sûr, cette diminution du personnel ou bien des employés va donner au manager aussi de revoir sa structure et sa répartition des rôles et sa répartition des tâches. Donc on ne doit pas donc travailler avec le même nombre de personnel. Bien sûr, la productivité elle va diminuer. Et donc on doit repenser. Donc le manager il doit repenser à une autre méthode à travers la réorganisation du temps du travail, l'aménagement du travail, la répartition des tâches, la redistribution des rôles pour qu'il puisse garantir un minimum de production. Donc c'est une question c'est une crise qui touche les États, qui touche les grandes entreprises, les petites entreprises, mais toujours est-il qu'il faut penser à l'avenir. On va reprendre un jour ou l'autre. Et donc on doit laisser ou bien préparer cette relance, ou bien préparer cette reprise à travers bien sûr le contact, à travers bien sûr le relationnel, même s'il est à distance. Donc parfois vous avez évoqué le télétravail. Ce télétravail, on doit bien sûr le pratiquer. Donc on est obligé de le faire, même avec des moyens dont il dispose, parce que c'est une première au Maroc, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit aussi dans le travail administratif. Et d'ailleurs, on va y revenir. Il y a un guide qui a été élaboré par le ministère des Finances et de l'économie, de la réforme de l'administration concernant l'utilisation de ce télétravail. Il y a aussi donc la loi concernant le Moudawana Shurul concernant cette utilisation. Donc tous ces éléments-là, ils peuvent contribuer à revoir une autre façon de gérer, c'est-à-dire de passer du micromanagement vers un autre, ou bien du management toxique vers un autre style de management. Et c'est là, donc c'est une occasion et c'est une matière à réflexion. Merci beaucoup, professeur Tahor, pour toutes ces explications. Donc, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, nous avons vu et constaté
que le monde s'éloigne un petit peu des groupements. Et vous avez vu, par exemple, en Europe, donc l'Union européenne, donc tous les pays de l'Union européenne, ils ont fermé leurs frontières. Ça veut dire qu'ils se sont concentrés sur la gestion de leurs problèmes en interne. Ça veut dire, comme on dit en arabe, rassi à rassi. Donc moi d'abord, et les autres, je ne m'en occupe pas. Donc pour faire une petite transition, je reviens au Maroc. Parce que nous aussi, donc on est un pays souverain, et nous avons pris des décisions qui sont très importantes. Donc, revenons au Maroc. Donc, face à cette pandémie, le Maroc a répondu en bloc sous la conduite de notre roi Mohamed VI, avec des réponses très fortes et responsables. Donc, ce qui a permis à déclencher, c'est surtout ça, c'est ce qui a permis de déclencher et de coordonner toutes les actions en un temps record. Une vision humaine, proactive et citoyenne qui a fait de la gestion de Covid-19 au Maroc un cas d'école à l'international. Dans ce contexte, le Maroc avait pris une série de décisions courageuses et des fois difficiles. Difficile à la fois parce que donc le fait de fermer les écoles, fermer les espaces libres et ouverts, fermer les espaces aériens et maritimes, fermer les espaces de rassemblement comme les mosquées, confinement total avec des déplacements qui sont très limités et le port de masque. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très difficiles à appliquer dans un pays comme le nôtre. Mais quand même, donc le royaume a pris ces décisions qui sont très courageuses. Bref, donc, et malgré le confinement, les secteurs stratégiques, et là j'aimerais bien souligner ça, les secteurs stratégiques sont préservés. Donc les banques, ils fonctionnent toujours. Donc les banques, ils fonctionnent toujours. Les grandes entreprises, ils ont opté pour le télétravail. Les écoles ont opté pour la formation en ligne. Voilà, et l'enregistrement des cours et la diffusion sur les télés. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont fait que le Maroc a pris des décisions pour alléger un petit peu l'impact de cette crise sur le citoyen marocain. Même dans cette crise de confinement et tout, les ménages ne manquent presque de rien. Bon, je ne vais pas dire qu'ils manquent de... Mais par rapport à d'autres pays, par rapport à des pays qui sont vraiment très industrialisés et très modernes et tout, le Maroc ne sent pas la même panique que dans les pays européens par exemple. Sans oublier un élan de solidarité sans précédent qui a permis de lever donc plus de 35 milliards de dirhams. Vous me corrigez, professeur Haïssoun, c'est le chiffre est bon. Donc plus de 35 milliards de dirhams pour équiper les hôpitaux, pour aider les plus démunis et pour innover à l'image du premier respirateur artificiel à 100% marocain. Donc, et sur le terrain, bien sûr, donc la mobilisation se poursuit. Donc là, dans le cadre de tout ce qui a été fait au Maroc par rapport à ce qui a été fait ailleurs, nous sommes face à une situation qui est exceptionnelle. Moi, je dis toujours elle est exceptionnelle, mais plutôt passagère. D'accord ? Je m'adresse là au professeur Mchaout. Quel est, à votre avis, par rapport aux mesures prises par le Maroc en vue d'atténuer l'impact de la pandémie sur les entreprises marocaines, quel est votre avis par rapport à ça, par rapport à toutes les mesures qui ont été prises par le Maroc pour sortir un petit peu du lot? C'est-à-dire aujourd'hui, même quand on voit un petit peu les chaînes internationales, on voit que les gens parlent de l'expérience du Maroc. Et là, il y a aussi la volonté du Maroc d'être le leader sur l'Afrique. Il y a Sa Majesté qui s'est adressée à des chefs d'État en Afrique pour prendre le lead sur la gestion de cette pandémie. Donc, à votre avis, comment vous voyez donc toutes les mesures prises par le Maroc? Alors, au préalable, je tiens à vous remercier vivement de m'avoir invité dans ce plateau pour discuter sur le coronavirus et ses impacts sur l'économie marocaine. En fait, par rapport à votre
question. En fait, le Maroc est le premier pays d'Afrique qui a mené des efforts tous azimuts. Il a effectivement mis en œuvre des mesures anticipatives. Donc, on ne peut que se féliciter de la stratégie adoptée par le Maroc, sous l'égide bien sûr de Sa Majesté le roi Mohammed VI. En réalité, ces mesures marquent manifestement un dynamisme social sans précédent qui était commencé tout d'abord par les dons versés dans le fonds spécial qui est dédié à la gestion de la pandémie de Covid-19. Ainsi, il y a lieu de signaler que ces mesures mises en place par le Maroc représentent en fait des mesures d'urgence qui visent essentiellement à résoudre un problème à court terme. Néanmoins, il est temps de réfléchir dans des réformes stratégiques et structurelles. Donc, bref, pour moi, concrètement, je vois que ces mesures demeurent insuffisantes, surtout en cas de la perpétuité de la crise de la pandémie du Covid-19. Alors je souligne à cet égard également que la mise en place de ces mesures sera bien évidemment contrainte par la prépondérance de l'informalité au niveau du Maroc. Donc selon un rapport qui a été publié par l'Organisation internationale de travail, le poids de l'informel au niveau du Maroc varie entre 75% et 89%. Donc c'est trop. Les personnes qui travaillent dans l'informel au niveau du Maroc et qui ont bien sûr un revenu qui est irrégulier, ils vont créer un risque aux autorités lors de leur stratégie de lutte contre la propagation de cette pandémie. Alors je saisis cette occasion également pour souligner une chose très importante. Je demande aux entreprises de déployer des efforts pour alléger les effets néfastes de cette crise et surtout ne restez pas avec les bras croisés en attendant les aides de l'État. Donc les entreprises marocaines doivent réagir et surtout remodeler leur process et ces dispositifs internes pour faire face à cette crise. Je donne ici l'exemple des entreprises commerciales. Alors j'invite les entreprises commerciales à s'orienter vers le e-commerce, surtout avec la livraison à domicile. Donc également j'invite les entreprises à remodeler leur processus interne et réfléchir sérieusement à un dispositif de risk management à titre préventif et pour également gérer la situation de crise. Et voilà. Merci beaucoup, professeur Mchoud, pour tout ce que vous avez donc apporté à ce débat. Et là, moi, je veux conclure avec une question qui est la suivante. Le monde est dans une crise imprévue. Le compte à rebours d'une grande crise économique a commencé à se sentir. Peut-on imaginer dès maintenant un plan de sortie de cette crise? Est-ce que le professeur Hissoun peut répondre à cette question? Merci, Madame la Présidente. Oui, parler d'un plan de sortie de crise. En fait, il faut faire un processus de sortie de crise. On a déjà fait une première étape qui, à mon sens, on a bien réussi cette première étape si vous voulez, d'absorption comme dans une guerre, il y a un premier coup. Et donc, je crois qu'on est dans une guerre contre un virus, comme l'a dit le président français. Et donc, on a subi ce premier coup, on a pu donc l'absorber. Le Maroc a pu s'en sortir bien, puisque déjà on est le pays africain le mieux doté en infrastructures sanitaires ad hoc visant donc à faire face à cette pandémie. Je ne vais pas en parler puisqu'on n'a pas assez de temps, mais
toutes les mesures qui ont été prises pour les gens, pour les salariés soit de la CNSS, du RAMED, du secteur informel, etc., ce fonds spécial dédié à la gestion de cette crise, pour lequel on avait, au début, il était prévu 10 milliards de dirhams. Aujourd'hui, on est à 32 milliards de dirhams. Ça montre que c'est dirhams. Aujourd'hui, on est à 32 milliards de dirhams. Ça montre que on doit aller à une deuxième phase qui est le déconfinement progressif et réarmer donc les entreprises, toutes tailles confondues bien sûr, pour redémarrer l'activité économique et ensuite aller vers une stratégie de relance de l'activité économique. Et là, je veux la lier avec le nouveau plan de développement de notre pays, du Maroc. Je crois que la crise actuelle a donné ce que nous, les enseignants, nous appelons des études de cas, une vraie étude de cas, grandeur nature, et donc il nous montre qu'il faut vraiment revoir beaucoup de ce qu'on considérait peut-être comme acquis, mais il faut donner l'importance d'abord à l'homme. Et Sa Majesté le Roi avait raison de dire que l'homme avant l'économie, d'abord l'homme parce que c'est l'homme qui fait l'économie, la santé, l'enseignement, le e-learning, très important, le e-gouvernement, tous les services donc qui passent via via l'internet, tous les services donc en ligne. Alors et je crois que ce plan doit être élaboré donc à partir de maintenant déjà. On commence déjà à parler d'une nouvelle loi de finances rectificative. Professeur Hessoun, merci beaucoup. C'est juste pour gérer un petit peu le temps. Donc j'ai une autre question. Quels sont d'après vous, professeur Sadeghi, les axes fondamentaux pour la relance et la relance de l'activité des entreprises après le déconfinement? Merci Madame Idrissi. Désormais, vraiment, c'est la mobilisation générale et la solidarité seront les maîtres mots. Donc ça c'est sûr et certain. Et comme ça, l'enjeu est d'évaluer la marge de manœuvre de l'État à court terme. Donc il va falloir relancer la demande et la consommation en offrant aux ménages les plus vulnérables un bouclier social qui permettra le maintien de revenus pour garder un niveau de consommation stable et aussi des recettes pour les entreprises dès la relance. Autre levier, c'est de préserver le tissu économique à tout prix, à savoir autant que les petites entreprises que les grandes, même si pour ces dernières un plan de survie serait à privilégier pour les secteurs les plus touchés. Puisque demain est incertain, il va falloir se préparer dès maintenant au scénario de pire, dans le cas où la pandémie se prolongerait, pour assurer la solvabilité de l'État. Et comme l'a dit l'écrivain français Claude Frisoni, quand on s'attend au pire, on est rarement déçu. Merci beaucoup, professeur Sadeghi. Là, je m'adresse à mes collègues, professeur Marzaq et professeur Tahour, par une question. Et pour conclure, chers collègues, quels sont, à votre avis, les enseignements qui doivent être tirés de cette crise? Donc merci madame. Donc il y a plusieurs leçons. Donc on est encore dans l'incertitude. Donc je trouve que le Maroc sera normalement devant trois urgences. Donc il y a toujours, comme on a déjà développé, il y a l'urgence sanitaire, il y a normalement l'urgence économique et l'urgence sociale. Donc plusieurs questions elles se posent. Donc en tant qu'on est dans l'incertitude, donc il faut procéder à des scénarios. D'accord? Il faut procéder normalement à des scénarios juste après le confinement. D'accord? Donc mettre en place par exemple des plans de relance, tels que ces plans-là, ils peuvent normalement consolider la cohésion sociale, ils peuvent normalement aussi, doivent être articulés normalement par rapport
par rapport au modèle de développement que le Maroc normalement veut bien développer, d'accord. Normalement, donc, ce sont les points les plus importants. Je dis encore que juste après le confinement, donc il y a des décisions. Normalement, je peux par exemple dire, voilà, des décisions au niveau bancaire, par exemple, il nous faut par exemple réduire le taux d'intérêt, c'est sûr, d'accord, pour un petit peu relancer l'économie, d'accord. La Banque centrale, normalement, je pense qu'il va acheter normalement les obligations, d'accord. La Banque centrale, elle va acheter les obligations pour donner l'accès normalement au financement des entreprises. Et je dis tout de suite, il faut que normalement chercher autre modalité de financement. Il ne faut pas normalement se trouver toujours par cette financement classique, d'accord. Il faut chercher autre méthode de financement dans le cadre normalement de protéger normalement notre économie, de protéger notre société, d'accord. Donc je pense que ce sont les points importants normalement pour faire face. Ce sont nos défis normalement pour juste après le confinement. Merci beaucoup, Oustad Mazar. Donc, je passe la parole au professeur Tahour. Merci, professeur Idrissi, Khadija. Donc, pour répondre à votre question, pour rebondir sur ce que mes camarades et mes collègues ont déjà dit. Donc, la première leçon qu'on peut tirer de ce Covid-19, c'est donc la solidarité qu'a prouvé donc le peuple marocain face à cette pandémie. Donc là, on est tous solidaires. Deuxièmement, brièvement pour qu'on puisse terminer, donc ce qu'a montré donc les Marocains et les Marocaines aussi donc comme innovation, comme créativité. Donc là, nous avons donc plusieurs donc produits, plusieurs donc outils donc qui ont été donc créés, qui ont été inventés, et cette situation prouve que si on donne la possibilité, si on donne l'initiative, l'autonomie aux employés, aux salariés, ils sont capables de plusieurs choses. Donc j'ai dit que c'est premièrement la solidarité, comme dit le proverbe, c'est dans la tempête qu'on reconnaît les braves. Et donc c'est une crise, c'est une tempête, et cette tempête, bien sûr, elle a donc fait en sorte de montrer donc l'essence du peuple marocain. Donc autre moyen, donc M. Haïssan l'a déjà évoqué lorsqu'il a parlé de e-learning, lorsqu'il a parlé de e-gouvernement, donc c'est ce que vous avez déjà évoqué tout à l'heure, le cas de télétravail. Donc on doit l'encourager. Donc c'est l'occasion. Donc, et d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que le ministère de l'économie et de la réforme de l'administration, il a élaboré un guide. Donc, et ce guide-là, dans lequel préconise les étapes, les outils, les modalités, les moyens et la façon d'utiliser ce télétravail. Donc, il reste un moyen qui va permettre aussi bien pour l'entreprise, l'administration, les employés de tirer profit. Donc, que ce soit dans la productivité, au niveau social et au niveau environnemental, parce que le télétravail c'est une réduction, et c'est parmi les leçons qu'on peut tirer, c'est la protection de cet environnement. Donc on a assisté à une plus ou moins dernièrement la zone la couche d'ozone, elle est en train de se rétablir petit à petit. Donc la vie il est en train d'être claire et d'être belle dans les forêts, et espérons que cette situation pourra donc continuer, et merci. Merci beaucoup, professeur Tahour. Merci beaucoup à tous les professeurs qui m'ont accompagné lors de cette table ronde. Donc là, avec le temps qui nous reste, je vous accorde peut-être 30 secondes pour le dernier mot. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce sujet, brièvement, s'il vous plaît, à tour de rôle. Voilà. Je commence par professeur Haïssan. Alors, comme mot de la fin, je dirais que nous vivons une situation extraordinaire. Et je trouve
le qualificatif de la directrice du Fonds monétaire international qui a dit que nous vivons une vraie tragédie humaine. Et c'est vrai, c'est une tragédie humaine, une crise très profonde, avec une incertitude profonde, aussi bien, on ne sait pas très bien, on ne peut pas, à l'heure où on parle, savoir quelle serait sa profondeur, quelle serait sa durée. Et donc je dirais que à une situation extraordinaire, il faut des mesures extraordinaires. Et la première mesure, c'est que chacun de nous suit les consignes du gouvernement, des autorités compétentes. Alors, en guise de conclusion, je peux donner la métaphore suivante. La crise du coronavirus ou bien Covid-19 est comme un vaccin pour le corps humain. Alors qu'est-ce qu'il fait le vaccin pour un corps humain? Il perturbe le fonctionnement du corps humain de manière momentanée, mais par la suite, le corps va produire ses anticorps. Donc il sera par la suite immunisé. Donc j'adresse mes paroles à l'État et ses institutions et également aux entreprises de tirer profit, de tirer leçon de cette situation de crise. Donc il y a des effets positifs et des effets négatifs de la crise de coronavirus. الله يحفظ لنا والله يرفع علينا هذا الوباء في القريب العاجل إن شاء الله وشكرا. Aujourd'hui, on vit vraiment une vraie crise. Et vraiment, les mots maîtres, c'est comme on a dit, c'est la solidarité et la mobilisation générale. Donc c'est le moment de montrer qu'on est des citoyens responsables et de rester chez nous et de vraiment respecter les règles de confinement et les règles qu'on déjà données par notre gouvernement. Donc juste à la fin, je dis que le Maroc, normalement, elle va subir normalement des transformations, donc juste après ce confinement-là. Donc je dis bien qu'il faut normalement porter cette transformation, il faut normalement conduire cette transformation et ne pas la subir. Le Maroc était leader normalement dans la prise des mesures préventives, donc était parmi les premiers pays normalement leaders dans ce confinement. Donc il faut nous continuer normalement cette étape-là. Et j'ai dit normalement pour tout le monde, pour tous les Marocains, restez chez vous et merci. Donc, en guise de conclusion, je peux dire que le Maroc il passe par une phase, le monde passe par une période difficile, inédite. Le Maroc a montré l'exemple pour lutter contre ce virus-là, contre cette pandémie, et dans le pays, et dans le gouvernement, pour le faire. Restons chez nous parce que c'est le seul moyen de lutter contre ce virus. Donc من أجل صحتنا وصحة أولادنا واللي عزيز علينا نبقاو في دارنا. Alors, positive de nature, moi je vais conclure avec une chose qui est très importante à mon sens. Je dirais que les situations difficiles sont les meilleures opportunités pour tester et développer l'excellence, la pertinence et la persévérance aussi. Donc là, c'est des situations qui vont nous permettre de nous dépasser. Donc il ne faut pas voir ces situations de crise comme étant, donc là c'est la fin du monde, mais au contraire, c'est une situation qui va nous permettre donc d'exceller et de se développer et de tester notre persévérance. Donc pour cela, moi je dis à tout le monde, préservez-nous, préservez nos familles, préservez nos proches, الله يخليكم كل شيء يجلس في داره وكل شيء يتبع les autorités, les consignes des autorités pour qu'on puisse sortir de cette crise avec le moins de dégâts. Voilà. Donc je pense que maintenant nous avons terminé donc, pour conclure donc, cette table ronde. Je tiens à remercier tous les professeurs qui m'ont accompagné lors de cette rencontre, autour de cette table ronde. Je les remercie durant cette rencontre et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour débattre, analyser
et discuter d'un autre sujet qui a une relation avec notre société, avec l'économie de notre pays. Et merci beaucoup.